le fair play financier, que faire pour mettre en place des mesures pour aider un petit peu le fair play financier à faire son œuvre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens, des idées, et là j'attends de vous que vous soyez productifs et créatifs pour contrôler pour contrôler ces sommes absolument effrayantes qu'il y a autour du monde du football. Messieurs, est-ce que vous y avez réfléchi? Je vous ai proposé le programme en début de journée. Est-ce que vous avez été studieux? Est-ce que vous avez des idées à nous proposer? Ok, salut. Moi j'en avais déjà parlé un peu sur Twitter et Manu avait commenté, et moi je pense qu'il faudrait faire une DNCG européenne déjà. Ah oui. Pour mettre tout le monde sur un même niveau d'égalité. Ouais. Et là du coup Monsieur Tebas et autres cousins hispaniques et de d'autres pays, ça calmerait beaucoup de monde. Est-ce que pour les moins initiés d'entre nous, tu peux nous expliquer le principe de la DNCG, c'est son rôle à peu près... Déjà on va rappeler le fair play financier de base, en faisant du très simple. Comme ça on fait le fair play financier, en fait c'est pour réguler le marché des transferts et l'économie d'un club. En gros, tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu vas générer dans l'année. C'est-à-dire que si un club comme on va prendre l'exemple du Paris Saint-Germain, puisqu'on est en plein dedans. Si le PSG il table sur des recettes de 100 millions, ils ne peuvent pas mettre plus de 145 millions. Pourquoi 145 ? Parce que tu es autorisé à un déficit de 45 millions. En gros, un découvert sur ce que tu vas gagner, ce qui est complètement idiot, puisque on sait jamais, tu peux aller plus loin que ce que tu vas faire en Ligue des Champions ou moins loin. Alors que donc ça c'est le fair play financier de base. Donc c'est à l'Europe. Voilà, à l'Europe du foot, entre guillemets, pas parce qu'on s'en fout de la Lituanie, ils n'auront jamais 45 millions de déficit, les clubs de Kaunas et autres Vilnius. Et la DNCG, donc c'est qu'en France déjà, et ça c'est pour la pérennité des clubs. Donc en gros c'est un fair play financier violent. On a déjà vu, les clubs présentent des comptes chaque fin de saison, mais c'est les comptes à N+1, donc c'est les comptes pour l'année à venir, avec ce que tu vas gagner, ce que la saison va te coûter, en gros recettes-dépenses sur l'année, et voir si tu vas pouvoir tenir la route avec tes charges fixes, tes charges variables comme c'est indiqué, donc c'est variable, donc c'est pour ça qu'il y a des où les clubs te disent on va aller en 8e de Coupe de France, on va aller en quart de Coupe de la Ligue, on va finir 8e, parce que ces places-là te rapportent des fonds, des gains, que tu anticipes et que tu planifies donc dans tes charges, dans machin. Donc ça c'est une DNCG, ce qui n'existe pas en Espagne, ce qui n'existe pas en Angleterre, tout ça, puisque les clubs sont en déficit. Et en France, tu n'as pas le droit d'être en déficit. Et d'où Bastia y est passé, Toulouse y est passé, il y a beaucoup de clubs Le Mans y est passé, Évian, Grenoble. Tous ces clubs-là ont sauté parce que sportivement ils se sont loupés et que l'année d'après ils n'ont pas pu assurer. Et donc du coup ils se sont cassés la gueule, parce que quand tu passes de Ligue 1 à Ligue 2 t'as moins de revenus, donc du coup et Strasbourg aussi, le plus récent. Oui, Strasbourg, voilà. Tu vois, on a une flopée. Donc la DNCG c'est un peu le tribunal financier du championnat français qui permet ou non de valider une activité, de pouvoir passer à la saison suivante, en tout cas parmi l'élite, sinon sous peine de sanctions. Et donc du coup toi ce que tu proposes, Bernie, c'est de le faire à échelle européenne, voilà, un fair play, une DNCG européenne. Du coup, ça te fait sauter le fair play financier, puisque techniquement, une DNCG, si t'es à la rue, tu pourras pas faire de transfert. Et après, peut-être pas les reléguer dans leur championnat, mais leur interdire les coupes d'Europe. Et du coup, moi, une question que je me pose en me mettant un petit peu dans la peau de celui qui ne comprend pas trop. On a parlé de l'Atlético Madrid, par exemple, en Espagne. Pourquoi l'Atlético Madrid, aujourd'hui, est interdit de recrutement ? Ça c'est par rapport à tous les transferts et tout ça, mais ça c'est encore autre chose. Ça après c'est la FIFA, il y a eu des transferts, des magouilles, des choses comme ça, mais c'est le même principe, parce que techniquement l'Atlético Madrid, le Barça et le Real, s'il y avait une DNCG européenne, malgré tous les amoureux de ces clubs-là, ils regarderaient la Coupe d'Europe depuis leur centre de formation. Bien sûr. C'est ça. Mais bon, après le problème de ces clubs-là, c'est qu'ils jouent sur le fait qu'ils aient des actifs, mais c'est une grosse connerie. Par exemple le Barça, pour synthétiser très simplement, on va dire qu'ils ont une dette aux alentours entre 300 et 350 millions d'euros. On se dit que c'est énorme, mais ils se disent qu'ils ont des actifs.
Ouais. Les actifs, c'est quoi? Donc c'est leur centre d'entraînement, les conneries, mais essentiellement les joueurs de foot. Oui. Donc on peut aisément dire que s'ils vendent Messi, ils comblent cette dette-là, mais on le sait tous qu'ils le vendront jamais. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est des conneries. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout légal. Parce qu'après, tu as des clubs comme le Munich, Dortmund et Arsenal, ils se régaleraient s'il y avait une DNCG européenne. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont sains financièrement. Est-ce que ces clubs-là, tu en parlais, donc Arsenal, Dortmund, Bayern de Munich, ils sont désavantagés par rapport à ces clubs qui ne respectent finalement pas forcément le fair play financier, présumé en tout cas. La concurrence est déloyale finalement. Déloyale parce que tu as les bons élèves comme les clubs que vous venez de citer qui respectent tout, qui rendent des bons dossiers bien réglés, tout ça. Et tu as les mauvais élèves qui profitent du système, qui respectent rien du tout. Et eux, ils sont pas sanctionnés, mais ils ont quand même les plus gros joueurs, ils gagnent les gros titres. C'est ça. Alors que voilà, c'est assez terrible, tu vois. Donc, ils sont défavorisés, oui. Pour revenir notamment sur le Real Madrid, qui a été un des précurseurs dans ces sommes-là dépensées pour constituer des équipes. Et on se rappelle de Valence, qui a été endetté à hauteur de 2 milliards. Ouais. Mais oui, non, mais ça arrivera jamais en France. Alors après, c'est un garde-fou parce que tu peux sauver des emplois, mais au niveau européen, tu te tires une balle dans le pied. Tu te flingues, mais il n'y a pas qu'en France. Après Arsenal, ils gèrent le budget. Pourquoi Wenger se fait jamais virer? Les gens ne comprennent pas, mais c'est parce qu'à la fin de chaque année, Arsenal est archi positif dans les comptes. Ouais, alors oui, les comptes, c'est pas la vie, mais au bout d'un moment, comme il avait dit Wenger, et j'avais trouvé ça très juste, il dit moi j'ai à peu près il y a 120 salariés à payer tous les mois. Ouais. Il dit moi je veux pas mettre le club en péril et devoir licencier des gens pour pouvoir acheter des joueurs de foot. Bien sûr. Ça se défend comme point de vue humain. Ça se défend, mais c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Arsène Wenger. Alors après je comprends que footballistiquement parlant et sportivement parlant, tu sois déçu. Mais après ce qu'ils disent, 120 employés. C'est comme si nous on est employé Arsenal et demain ils achètent pour 300 millions et on nous vire quoi. Ouais, c'est ça. T'es pas dégoûté après? T'imagines Aurélien tes heures sup pas payées? Ah oui là, c'est mal. Donc voilà pour la DNCG. J'ai essayé de faire synthétique et compréhensible possible. C'était bien. Moi qui suis pas expert du tout à ce niveau-là, c'était très bien fait. C'est vrai qu'on a bien compris. Capitaine, on t'a écouté avec attention. Merci. Je pense que les auditeurs sont vraiment contents d'avoir, parce que on a l'impression qu'on en parle souvent et tout partout. C'est vrai. Mais au fond, on comprend pas tellement tous les aboutissants, tous les tenants et les aboutissants. Et donc c'est vrai que prendre le temps d'expliquer aussi aux auditeurs et à nous-mêmes sur le plateau, je pense. Ça fait du bien aussi. C'est aussi notre rôle, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait aussi, de prendre les sujets, d'essayer de les expliquer. Ce qu'on a fait aussi quand on a parlé de pourquoi Neymar a été payé aussi cher, etc. Voilà, on essaye d'expliquer les choses. Après, c'est avec notre œil à nous d'amateurs, mais quand même avec notre expérience sur le foot et notre vision à nous. Complètement. Manu, toi, tu nous as pas forcément partagé de solutions que tu envisagerais. Est-ce que tu en as une en tête ou Non, mais Bernier a tout dit quand tu me dis qu'il faut la même règle pour tous les clubs européens. Évidemment, on se sent complètement dépouillé, on sent constamment tous les mercatos qu'on se fait avoir. Tous les clubs qui achètent sans regarder leurs comptes. C'est terrible. Et nous, on est là, on est contrôlé, on est surveillé par la DNCG. Et quand tu vois que les autres clubs en Europe n'ont pas du tout cette politique-là, on se fait carotter tous les ans, quoi. Bien sûr. Voilà, il y a Neymar et il y a Mbappé qui ont couvert le truc. C'est ça. Après qu'on n'a pas forcément été regardant. On a quand même perdu des joueurs cette année encore qui sont partis à l'étranger parce que voilà. Ça commence peut-être à faire beaucoup par rapport à... Alors, je rejoins un petit peu le débat qu'on a eu la semaine dernière sur la concurrence déloyale aussi amenée par le Paris Saint-Germain dans ce championnat, qui pouvait nous faire perdre de la passion. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter ce débat de la semaine dernière qui a été particulièrement mouvementé. Donc, ça peut nous faire perdre la passion. Mais finalement,
ça commence, comme je disais, ça commence à faire beaucoup pour les petits clubs français parce qu'ils ont la DNCG à contrôler, donc ils peuvent pas investir des 1000 et des 100, en tout cas pas rentrer en déficit, donc pas acheter, faire de mercato, etc. Ils ont donc le Paris Saint-Germain qui a investi au taquet et qui vient de leur faire une concurrence sur la scène française, et la concurrence sur la scène européenne est encore plus biaisée par ce fair play financier qui est moins important que la DNCG par exemple. Bien sûr. Donc ça fait beaucoup pour certains clubs français, et c'est peut-être, ça explique aussi peut-être que la France a aussi du mal depuis un bon moment à faire bonne figure sur l'échelle européenne, sur les compétitions, etc. Mais sa formation, par contre, elle carbure au taquet. Et est-ce que c'est ça que ça permet aussi finalement de se reconcentrer vers nous-mêmes? La France a été obligée à un moment donné d'être formateur pour être compétitif, et c'est ça aussi que ça permet. Est-ce que une des solutions aussi pour contrôler le fair play financier n'est pas d'encourager les clubs à former peut-être beaucoup plus, à se projeter plus vers eux-mêmes, vers leur propre organisation? En France? Partout en Europe. Tu peux En pas. France, on le fait déjà pas mal. Donc, après, oui, mais il faut Encourager aussi, financièrement ça dépend aussi les équipes qui... la culture du club aussi. Ça dépend aussi de la culture du club. Mais non, je tu vois peux pas. aussi en Italie ou en Espagne, il faut pas tellement de culture de formation et tout. Quand tu vois que Barcelone, ils forment des jeunes, plein de jeunes à la pelle, comme tu veux, mais qui ne peuvent pas jouer parce que l'équipe première est tellement trop puissante qu'ils ne peuvent pas jouer. Ils partent je ne sais où. Moi, je parle pour des équipes européennes un petit peu moins calibrées. Oui, ils le font, mais... Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place justement des je sais pas, des récompenses, voilà, au lieu que le fair play financier soit toujours là en sanction, ou que la DNCG soit toujours là en sanction, est-ce que pourrait pas y avoir des récompenses pour des clubs qui font bien les choses à échelle humaine comme Arsenal, en formation comme je sais pas, comme Monaco par exemple, je ne sais pas, financière Non, tu peux pas, c'est compliqué à mettre en place. Après, pour mettre ça en place, du coup, faut mettre un quota. Un quota d'étrangers et dès qu'ils utilisent le mot déjà. quota, c'est de suite ce qui existe non mais c'est pas péjoratif, mais ça existe déjà en France, hein. Tu dois inscrire un certain nombre de joueurs formés au club, tu dois inscrire un certain nombre de joueurs formés dans le pays, tu dois pas dépasser 4 joueurs hors Union Européenne dans ta liste d'inscrits. Donc tu vois, ça existe déjà. En Angleterre, ils veulent faire ça du coup pour rejoindre Benji, pour justement avoir plus de joueurs formés pour l'équipe nationale aussi. Oui. Donc les mecs ils le savent, mais après ça génère tellement d'argent. L'Angleterre ils s'investissent. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, tu pourras pas. C'était une idée pour. Oui, non, mais l'idée de base est pas bête, mais après la récompense qu'ils ont ces gens-là, c'est à la revente. Hein. Regarde la récompense de Olas, Tolisso, Lacazette, 100 millions. Voilà, par exemple, ouais. Et là, ça récompense. Et puis après, ils ont été entre guillemets rentabilisés avec ce qu'ils ont fait à l'équipe première. Ouais. Mais c'est compliqué de dire à Arsenal, tiens, on va te filer des sous parce que t'as ça. Mais après, ils pourraient peut-être sanctionner les équipes qui ont ça, mais en enlevant des points en championnat peut-être. Ouais. Mais sanctionner sévèrement, quoi. Pas les petites sanctions du bisounours. Déjà, tu fais partir un club avec ne serait-ce que 2 ou 3 points, vu comment ça se joue certains championnats, c'est compliqué. Hein. Sur certains championnats, certains clubs. Ouais, voilà, en tout cas, j'avais une autre idée aussi à vous soumettre éventuellement. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas Geoffrey parce qu'il m'aurait peut-être rejoint. C'est le système NBA aussi. La draft ? Non, que les joueurs n'aient pas forcément de valeur. Ils ont une valeur contractuelle, mais ils n'ont pas de valeur chiffrée. Comment dire, LeBron James ne vaut pas 150 millions d'euros, par exemple. Si, par exemple, il y a une équipe qui veut LeBron James, ils doivent proposer des années de contrat, des joueurs en échange, etc. Et c'est effectivement encouragé grâce à la draft, etc. Parce que en fait, c'est des valeurs de joueurs, en fait. C'est des valeurs de joueurs qui s'échangent. Par exemple, aujourd'hui, tu pourrais proposer, je sais pas, un Neymar contre un Hazard, par exemple, tu vois. Mais ça peut se faire au foot aussi. Voilà. Après, la valeur des joueurs dans le foot, il n'y a pas une règle qui la fixe. C'est un peu comme l'immobilier, c'est l'offre et la demande en fait. Ouais. Donc le problème dans le foot
qui n'existe peut-être pas dans le basket, c'est parce qu'en fait, il y a l'offre et la demande. Ouais. Il y a peut-être pas autant de pays. Tu vois, le basket, c'est que les États-Unis, donc c'est plus facile à réguler entre eux, tu vois. Sûr. Là, tu imagines, il faudrait que tu régules l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. C'est violent, tu peux pas. Tu peux pas se faire ce système. Tout le marché mondial. Mais après, tu peux peut-être faire un système de. Moi, j'avais proposé de réguler les transferts avec un prix max, tu vois. Ouais. Tu mets une clause max, voilà. Ouais. Mais du coup, après, est-ce que le retour, ce serait que tous les clubs, ils mettraient. Après, tu aurais le moindre tocardos du coin, il vaudrait la clause max. Ouais. Mais peut-être faire une clause par rapport au nombre de sélections du joueur ou des trucs comme ça. Oui, pourquoi pas. S'il a 50 sélections, sa clause max. Mais ça existe déjà, 7 ans de sélection, tu as en équipe de France ou en équipe nationale. Ton prix augmente. Moi, une fois, j'avais surpris un agent au téléphone au centre d'entraînement des Girondins. Il parlait de Rio Mavuba. J'étais juste à côté, puis il disait ouais, tu vois, s'il fait plus de 5 sélections en équipe de France, son prix augmente de 10 000 euros. Oui, mais ça, c'est sur le marché, mais c'est pareil. Après, c'est la négociation. Mais t'as pas une loi fixe ou un texte qui dit ça. Moi, c'est ça que je te dis. Mais apparemment, ils ont des codes entre eux, tu vois, les codes entre agents. Après, c'est connu, un international coûtera plus cher qu'un Cass Osman, tu vois. Et bien sûr. Mais non, mais après, peut-être faire ça, tu vois. Ouais. Mais mettre une loi, c'est-à-dire qu'il pourra pas valoir, un mec qui a 50 sélections ne pourra pas valoir, par exemple, moins de, suivant le pays, 15 000 euros. Ils font ça déjà pour décerner le titre de meilleur buteur d'Europe. T'as les championnats qui ont une certaine cote. C'est-à-dire un but en Bulgarie ne vaut pas le même nombre de points qu'un but en Espagne, par exemple. Ouais. Donc pourquoi pas faire ça avec le nombre de sélections, essayer de niveler, ouais, tu vois ce que je veux dire. Et enfin se servir pour autre chose, des indices UEFA ou des trucs comme ça. Ouais, pourquoi pas, tu vois, il y en aurait des idées, mais bon. Ouais. Après, on va pas se mentir, qui est-ce qui gère les fair play financiers? Si un jour le Barça, le Bayern et le Real, ils en ont marre, ils ont claqué la porte du foot européen, on crée notre propre ligue. On est fini. Donc ils tiennent un peu plus ou moins par les couilles. Après, faut qu'il y en ait un qui les pose en fait sur la table. Ouais, mais ils le feront jamais. Ouais. Les fair play financiers étaient inspectés pareil parce que le Real, le Barça et puis Bayern ont demandé la Juve, ont demandé à les inspecter, le Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, ils ont été par force, alors que le Paris Saint-Germain a travaillé constamment pendant tout le dossier avec la fédération, avec le fair play financier, justement sur les dossiers pour que tout soit bien en règle, tout soit bien en ordre et tout. Donc bon, ils y vont vraiment pour leur faire plaisir à ces 4 gros clubs, parce qu'ils sont obligés. Et puis même vis-à-vis des journalistes, des médias, de la pression populaire, c'est-à-dire bon, ils sont checkés, ils sont surveillés, tant mieux. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien du tout, parce qu'ils ont donné leur accord, leur aval au Paris Saint-Germain, ils ont bossé tous ensemble. Donc là, c'est vraiment un film d'action à la con qu'on est en train de vivre. Ouais. Bon, voilà, messieurs, pour ce débat sur le fair play financier. Enfin, ça n'a pas été vraiment un débat, plus une explication de fond. De Bernie, oui. De Bernie. À votre service. Qu'on gardera vraiment sur un best-of ou un truc comme ça, parce que vraiment, c'était intéressant. Merci. Voilà, tu as été très bon. Merci. On a beaucoup appris. De quoi ? On a beaucoup appris. J'ai essayé de faire simple parce que c'est vrai que c'est un peu pénible à comprendre. Je m'en suis tapé des articles, des machins, et pour essayer de faire très très simple parce que c'est vrai que c'est même chiant en fait. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, on va essayer de le rendre ludique un peu, tu vois. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça a été assez clair pour nos auditeurs. En tout cas, essayez de nous faire un retour sur les réseaux sociaux. Si vous nous écoutez, d'aller sur Twitter, de nous dire si Bernie a été un bon professeur en cette semaine de reprise.